Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine avec les deux matchs avant la coupure et puis plein de trucs à observer, surtout pour la suite de la saison. Mais bon, on va commencer par les deux matchs, même si, défaite lundi à Brooklyn, défaite mercredi à Boston. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin plus que ça de revenir sur ces matchs, hein. Il n'y a rien en particulier. Je veux dire, voilà, on n'a rien appris sur ces deux matchs-là, que ce soit sur le plan tactique, sur le plan des rotations. Il n'y a pas d'enseignement plus que ça à retenir, hein, vraiment. Mais il y a quand même quelques petits trucs sur lesquels on peut développer un petit peu, essayer de voir un peu ce qu'il en sort. Déjà collectivement, c'est deux matchs où on a encore beaucoup galéré offensivement, beaucoup d'actions où tu vois que on manque encore de repères, il n'y a pas d'automatisme, les mecs n'ont pas encore l'habitude d'évoluer ensemble, et donc ça donne des possessions un peu stériles, des passes en tribune, des passes qui sont pas faites dans le bon tempo. On tente beaucoup d'actions individuelles pour essayer de trouver des solutions, mais voilà, on n'arrive pas à mettre du rythme ou à trouver des shoots ouverts, à créer quelque chose de vraiment fluide. Bref, c'est pas top, et puis ça se voit dans les stats, quoi, tu vois, sur l'ensemble de la saison, on tournait autour des 30 passes décisives de moyenne. On est dans le top 4, top 5 de la NBA à ce niveau-là. Là, dernièrement, c'est quand même plus autour des 24-25 passes décisives. Là, le match à Brooklyn, on a fait 20 passes décisives pour 18 ballons perdus. Donc ça montre qu'il y a quand même énormément de difficultés. Et puis même notre pace, qui était top 3 sur toute la saison, là, on commence un peu à baisser à ce niveau-là. Là, on est encore top 5, mais tu vois, ça diminue petit à petit. Et mais bon, voilà, c'était normal avec tous les changements qu'on a fait. Comme on l'a expliqué déjà dans les dernières vidéos, tu as 8 nouveaux joueurs, donc forcément, collectivement, ça allait forcément être un peu compliqué. Donc on va quand même voir ce que ça va donner sur les premiers matchs après la reprise, quand il y aura peut-être quelques entraînements collectifs là, à partir de lundi ou mardi pour voir si on arrive à régler deux trois petits soucis. Mais bon, ça va évidemment pas tout régler. Mais si on voit un peu de mieux collectivement, ce sera déjà quelque chose d'intéressant à observer. Mais voilà, c'est sûr que notre attaque sur les derniers matchs, elle a souvent existé grâce à des bons hustle play qu'on a réalisés de l'autre côté. Tu as des bons contests au cercle avec Matas Bouzelis, avec Richards, avec Yabouzélé aussi, qui a fait des bonnes choses. Et avant ça, tu as un premier rideau avec les arrières qui ont les mains actives, qui coupent les lignes de passe, qui anticipent, qui volent des ballons, qui provoquent des transitions. On a vu Jaden Ivey montrer de bonnes choses à ce niveau-là. Anthony Simmons par moment aussi. Même Rob Dillingham, hein, parfois. On va revenir sur lui dans un moment, mais voilà. Par rapport à l'équipe qu'on avait il y a encore à peu près 2 semaines, c'est peut-être plus faible offensivement, clairement. Mais il y a un peu de mieux sur le plan défensif. Donc, il y a peut-être une certaine, c'est relatif, mais il y a un certain équilibre par rapport à ce qu'on voyait avant, quoi, tu vois. Dans le sens où euh, bah, les 4 premiers mois de la saison, avec l'effectif qu'on avait, c'était pratiquement tout pour l'attaque et zéro défense. Là, l'attaque est beaucoup plus en difficulté, mais la défense est peut-être un peu plus énergique, tu vois. Donc, c'est pas encore non plus du 50-50, hein, mais il y a peut-être quelque chose d'assez. Voilà, c'est un peu plus équilibré, on va dire, quoi. En même temps, bon, vu la défense minable qu'on avait jusqu'ici, c'est pas extrêmement compliqué de faire mieux. Et même ce qu'on voit en ce moment, c'est pas fantastique non plus, mais j'aime l'énergie défensive qu'on met en place. Tu vois, les mecs qui se jettent au sol, il y a des hustle play, on lutte sur tous les rebonds, on tente de sauver des ballons perdus. On fait des efforts, tout simplement. On fait des efforts. Et ça, ce sera toujours apprécié. Même si, voilà, ça permet pas de franchement briller plus que ça, mais au moins, les mecs se donnent à fond et voilà, après, ça donne ce que ça donne, mais tu peux pas leur reprocher de ne pas être investi, quoi, tu vois. Même s'il y en a encore toujours deux ou trois qui sont un peu à la rue par rapport à d'autres. Patrick Williams. Mais bref, voilà, ça c'est comme ça. Euh, Billy a tenté des trucs un peu space aussi parfois, hein. Tu regardes le match à Boston, bon, il manquait Isaac Okoro, touché au genou, il avait pris un choc genou contre genou le match d'avant. Il le remplace dans le 5 par Patrick Williams. Bon, jusque-là, ok. Mais il décide de mettre Colin Sexton titulaire à la place de Jaden Ivey. Et là, à la base, quand je vois ça, je fais oh putain, c'est pas possible, quoi, tu vois. Sur le coup, je suis pas chaud. Mais
Parce que quand même, je préfère largement voir Jaden Ivey que Colin Sexton sur le parquet. Ça, c'est clair et net. Mais dans l'optique du tanking, Sexton, ça fait plus de sens. Avec les erreurs qu'il fait, avec son jeu que je trouve chiant et redondant, où il attaque le cercle en force, parce que voilà, il n'est pas très grand, mais il est costaud, tu vois, il a des épaules et tout. Il fonce dans le tas, il provoque le contact, il gueule, et puis il essaie d'obtenir des lancers comme ça, tu vois. C'est un peu chiant, franchement, c'est pas un jeu que je kiffe regarder plus que ça. Mais dans l'optique du tanking, peut-être que finalement c'est une bonne solution. Parce qu'en plus, à voir sur la durée, mais sur ce match-là, ça n'a pas empêché Jaden Ivey d'avoir pas mal de minutes, il en a disputé 28. Ça n'a pas empêché Rob Dillingham d'avoir des minutes, il en a joué 30, qui est un record en carrière pour lui. Donc, voilà, c'est chiant à regarder. Colin Sexton, je ne suis pas fan de son jeu, ni de son attitude. Comme à Brooklyn où il fait un doigt en direction du cercle parce qu'il a loupé un lancer franc. D'ailleurs, il a pris 35 000 $ d'amende pour ça, cette espèce de débile. Mais voilà, dans l'optique du tanking, si tu penses tanking, peut-être, pourquoi pas. On peut éventuellement faire l'effort sur les 27 matchs qui restent. Ça reste, va falloir se les farcir quand même, enfin bref. Sur ce match à Boston, on a aussi vu une association très furtive avec Yabusele et Richards. On a essayé de mettre le line-up à deux intérieurs, voir ce que ça donne, sachant qu'on avait que deux intérieurs sur ce match-là. Donc on les a alignés ensemble sur la fin du premier quart-temps. Et bien, ça marche pas du tout. Non, 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 ça marche pas du tout. C'est pas du tout les bons profils. Et on a tenté totalement l'inverse juste après, au début du deuxième quart-temps, où on a mis 4 arrières et un intérieur. Et c'est là que Boston a creusé l'écart, nous a défoncé. Avec Vucevic qui, il a vu des mismatchs, il les a exploités. Il ne le faisait pas chez nous, il l'a fait à Boston. Bon, il nous a défoncé, il a mis 19 points, il a fait un double-double en sortie de banc. Donc, il a mis 4 sur 5 à 3 points ou un truc comme ça. Il nous a fracassé. Ok. Mais bon, en même temps, il était loin d'être le seul côté Boston à nous fracasser mercredi soir. Tu regardes Sam Hauser, Pritchards, etc. On a perdu ce match de 19 points. Mais on a été à moins 30 toute la soirée et ressenti moins 40. Parce qu'on s'est fait, mais alors absolument pulvérisé. Pulvérisé. Face à une équipe de Boston à des années-lumière en termes de vécu collectif, de talent, de tout ce que tu veux. D'organisation, etc. Donc, à ce niveau-là, il n'y a absolument rien à redire. Il y a juste deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir avant de passer à autre chose au niveau des matchs. Mais c'est des trucs un peu plus individuels. La première chose, c'est Matas Buzelis. Mon petit Matas, qui est notre jeune le plus prometteur. C'est une pièce importante de notre futur, on est tous d'accord là-dessus. Je veux voir la balle dans ses mains et je veux voir Matas prendre des shoots. À Brooklyn, 15 tirs, ok. 15 shoots, pourquoi pas. Mais quand Simmons en prend 17 et Sexton en sortie de banc en prend 18, là par contre ça me met un peu plus de travers. Là franchement, non. Simmons passe encore, parce que c'est son jeu, c'est un scoreur, etc. Okay. Pourquoi pas? À la limite, ok. Mais Sexton, non. Personne d'autre doit avoir plus de tirs que Matas dans un match. À Boston, il y en a eu 15 encore pour Matas, mais 15 aussi pour Sexton. Et ça me gonfle un peu. Vu qu'on venait de changer le roster, qu'il n'y avait pas d'alchimie collective, etc., pour les matchs jusqu'à maintenant, jusqu'à la coupure All-Star, je pouvais, ok, fermer les yeux et dire, bon, ok, il y a des circonstances qui font que... Là, par contre, à la reprise, et je vais les compter, je vais les compter, s'il y a des matchs où Sexton prend autant ou plus de shoots que Matas, je vais péter un câble. Non, ce n'est pas normal. Alors ça va un peu à contresens de ce que je disais tout à l'heure avec le tanking. Laisse Sexton faire ce qu'il a à faire et du coup, nous, ça nous plombe complètement. Mais dans une vision un peu plus large et un peu plus long terme que le tanking de fin de saison, ce qui n'existe jamais à Chicago, la vision long terme, c'est pas leur truc. Mais bref, pour nous, Matas doit prendre un max de shoot. C'est le moment ou jamais. Laisse-le bombarder, laisse-le se tromper, faire des erreurs, s'ajuster, se reprendre au match suivant, apprendre, se développer. Les 27 matchs qui restent, ils sont là pour ça. On se branle du résultat, on cherche même
à les perdre plus qu'autre chose, laisse Matas faire ce qu'il a à faire. Ok? Laisse Matas faire ce qu'il a à faire. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est Rob Dillingham. Ah, j'ai tweeté en début de semaine que voilà, ce compte Twitter est désormais un Rob Dillingham Stan account. Parce que, qu'est-ce qui m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Franchement, j'ai kiffé regarder jouer Rob Dillingham sur les derniers matchs. Lui, pour le coup, ouais, je kiffe énormément. Tu sens que il était cloué sur le banc à Minnesota et il avait le feu. Tu vois, il avait les jambes, ça le démangeait. Dès qu'on lui a donné des minutes, il y allait et vas-y, il s'est fait plaisir. Il a kiffé et il nous a fait kiffer en même temps. On l'a vu attaquer le cercle avec des démarrages à fond la caisse, un excellent premier pas. On a vu un excellent handle de sa part. Le mec, il a déjà des mains, mais que des mecs qui sont dans l'effectif depuis bien plus longtemps n'ont absolument pas. Euh, des bonnes finitions quand il attaquait le cercle, il encaisse le contact, il finit. Il arrive aussi à trouver la bonne passe quand il le faut. Franchement, il a fait plaisir. Là, le dernier match à Boston, alors évidemment, la plupart des minutes, c'est des garbage time. Record en carrière, 30 minutes, 16 points, 7 passes décisives. Il va même prendre des rebonds, tu vois. Il va même prendre des rebonds alors qu'il fait 20 cm de moins que Patrick Williams, quoi, tu vois, par exemple. Hein. Mais bref, enfin, 20 cm, j'exagère peut-être un petit peu, mais enfin bref. Voilà, il va faire des erreurs aussi, et c'est normal, c'est normal. Il a très peu joué dans sa jeune carrière NBA jusqu'ici. Pendant 1 an et demi, il était sur le banc de Minnesota, il jouait 10 minutes de temps en temps, tu vois. Donc lui aussi, il a besoin de minutes pour se tromper, pour apprendre, pour rebondir, pour revenir le match d'après en faisant voilà, des ajustements, en étant mieux. Et encore une fois, ces 27 matchs qui restent, c'est à ça qu'ils servent. C'est à ça qu'ils servent. Ok? C'est tout l'enjeu des matchs qui restent pour lui, cumuler un max de minutes, monter en puissance. Donc j'ai hâte de voir la suite le concernant. Sauf que, il y a quelque chose qui me fait très 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 peur. C'est qu'une fois que les gars qui sont blessés, les Josh Giddey, les Trey Jones, etc., vont revenir, bah, les choix qui vont être faits au niveau des rotations et de la distribution des minutes, perso, ça me fait flipper. Parce que normalement, si on est bel et bien sur un tank, comme on le dit, ou comme AK l'a dit, sur une phase d'observation. Les retours de Giddey et Jones ne doivent pas freiner ou prendre des minutes qu'on donne à Rob Dillingham. À ce moment de la saison, on s'en fout de gagner. On s'en fout des rotations. Ce qui importe, c'est évaluer les nouveaux et voir qui on garde. Mais tu peux être sûr, on les connaît ces blaireaux. Tu peux être sûr que quand Josh Giddey va revenir, au début il va avoir une limite de minutes, mais au bout de 3 matchs il va être titulaire et il va jouer 30 minutes par soir. Alors qu'on sait ce qu'on a avec lui, on n'a pas besoin de l'observer. Ça fait 1 an et demi qu'il est là, on sait ses qualités, ses défauts, on l'a signé sur du long terme. S'il joue pas ou peu sur la fin de saison, c'est pas grave. On le sait déjà ce qu'on a avec lui et on a décidé d'en faire une pièce importante de la franchise. Là, sur les matchs qui restent, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Pareil pour Trey Jones, il est encore sous contrat 2 ans après cette saison. Il va jouer 25 minutes, tu le sais, alors que non. Voilà. Clairement, on devrait plus voir du Rob Dillingham, même du Colin Sexton pour mener le tank avec ses choix à la con, pourquoi pas. Mais Giddey et Jones, le plus tard ils reviennent, et le mieux c'est, déjà pour eux en termes de santé aussi, et quand ils seront là, ne pas faire en sorte qu'ils aient toutes les minutes sur les postes arrière et qu'on ne voit plus Rob Dillingham. Parce que moi j'ai monté en route, si Rob Dillingham il commence à enchaîner les matchs où il sort pas du banc, les DNP et compagnie, où il joue 10 minutes, je vais craquer un fusible. Mais vraiment, c'est pas normal. Hein, et c'est la même chose à l'intérieur, avec Richards plutôt que Jalen Smith. On connaît Jalen Smith, il a encore 1 an de contrat, il a fait des très bonnes choses, très bien. Prends le temps, mon gars, laisse Richards, laisse-le sur le parquet, voir ce qu'il est capable de faire, ce qu'il peut apporter, et voir si ça vaut le coup de le conserver pour l'an prochain. Ok? Parce que, enfin voilà, ça paraît logique, quoi. Sauf que, bah, vu qu'on ne sait pas mener un tank ou développer des jeunes, et que Billy veut essayer de gagner des matchs, et ben on va devoir se farcir des rotations qui n'auront aucun sens. Et
À ce moment-là de la saison, ça n'a aucun sens d'avoir Giddey, d'avoir Jones, d'avoir Smith titulaire ou à 25-30 minutes par soir. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Donc voilà. Mais après, est-ce que ce serait vraiment surprenant de la part de cette franchise qui n'a jamais été capable de développer qui que ce soit, hein, qui n'a jamais été foutu d'avoir un jeune joueur et le laisser s'épanouir et appuyer sur ses qualités plutôt qu'essayer de le transformer en robot. Là, on va ouvrir un dossier un peu plus large. Tu regardes, tu prends Terry et Phillips en exemple. Dalen Terry et Julian Phillips. Les deux, ils ont des qualités athlétiques énormes. C'est des slashers. Ils sont capables de finir au cercle. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années? On a passé notre temps à les formater pour devenir des shooters à 3 points dans les corners. Hein, on leur a dit, si tu veux des minutes, si tu veux voilà, aller sur le parquet régulièrement, il faut que tu sois capable de rentrer tes shoots à 3 points. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bossé leur shoot à 3 points. On leur a expliqué que c'est comme ça qu'ils allaient avoir des minutes et un avenir même dans la ligue, plutôt que appuyer sur leur qualité naturelle, tu vois. Résultat, on les a pas fait jouer. Ils ont bossé sur ça, ils ont amélioré leur shoot à 3 points, et ils n'ont jamais eu de minutes régulières, et on a fini par les trader. Et Terry a même signé un two-way. C'est une belle progression. Une belle progression. Il avait un contrat garanti, il a été coupé, et maintenant il est en two-way. Très bien, très bien. Phillips, c'est un slasher. Terry, il peut manier la balle par séquence. Il a prouvé qu'il pouvait finir au cercle avec des superbes reverse, etc. On lui a dit, bah non, il faut que tu chutes à 3 points dans le corner. Et on les a éloignés, les deux, de leur qualité naturelle, de ce qu'ils proposaient au départ. On les a pris à la draft, tous les deux, pour ce qu'ils ont montré en université, pour un certain profil, pour certaines qualités, notamment l'envergure, le profil défensif. Mais, après, on leur a dit, non, non, si vous voulez qu'on vous foute sur le terrain, il faut mettre vos 3 points dans le corner. Et même quand ils faisaient ça, eh ben, ils ne jouaient pas de manière régulière. Il n'y a jamais eu une série de 10-15 matchs de suite, sauf blessure, où les gars ont joué 20 minutes de manière régulière, etc., en étant bien ancrés dans la rotation. Non, ça s'est jamais vu. Donc, on les a gâchés, et maintenant, on les a foutus ailleurs. Et Terry, plutôt que de progresser, eh ben, maintenant, il est en two-way contract. Voilà. Donc voilà, ces deux-là, on les a gâchés complets. Matas, quand il te dit en début de saison dans un podcast que Billy Donovan lui a interdit de prendre des mid-range, c'est pas se priver volontairement d'un aspect de son jeu qu'il a bossé, qu'il maîtrise. En quoi c'est le développer, ça? Le mec, il arrive, il dit voilà, j'ai cette qualité-là, je peux rentrer des mid-range, etc. Ouais, mais non. On va pas s'en servir, mon con. Parce que nous, on préfère que tu sois un mec qui shoot à 3 points. Et voilà, encore une fois, comment on peut se dire qu'on développe ce gars-là alors qu'au contraire, on le freine en lui enlevant cette liberté de prendre un shoot qu'il affectionne et sur lequel il est bon. Voilà. Là encore, tu essaies de le mettre dans une case, tu essaies d'en faire un robot, alors qu'il peut exploiter d'autres qualités et être plus utile. Mais non, non, vas-y, prends 8 paniers à 3 points prends 8 shoots à 3 points par soir, c'est mieux, c'est plus pratique. Ça accélère ton développement. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire avec ces gars-là. Et tu peux prendre toute la liste comme ça. Patrick Williams, il a progressé dans quel domaine sur les 3 dernières années? À part justement être un peu plus adroit et régulier à 3 points. Là, sur ce niveau-là, ok. Mais le reste, son handle, il est toujours aussi dégueulasse. Il continue de se dribbler sur la jambe à chaque fois. Et ça nous amène à un autre cas, Kobe White, qui lui, pour le coup, a méchamment amélioré son handle, mais c'est absolument pas pour le taf qu'il a fait avec le staff des Bulls. Absolument pas. C'est ce qu'il faisait lui l'été avec des coachs spécialisés. On l'a vu 2 étés de suite bosser avec Johnny Dribble Too Much, et le mec a méchamment amélioré ça. Mais c'est pas avec le taf qu'il a fait au quotidien avec le staff des Bulls. Absolument pas. Lui, il a progressé de son côté, voilà. Mais voilà. Et donc, conclusion, on continue de gâcher des potentiels en étant incapable de les exploiter comme on devrait le faire. En s'appuyant pas sur ce qu'ils sont capables de faire, sur ce qu'ils apportent, mais en leur disant, tu dois faire ci, faire ci, faire ci. Voilà. Le mec, il arrive, ouais, j'ai une grosse qualité athlétique, je suis capable d'attaquer le cercle, je suis un slasher. Non, prends des shoots à 3 points dans le corner. Je suis très bon en mid-range. Ta gueule, prends des shoots à 3 points. On développe qui, quoi, comment, comme ça. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, non, je suis désolé, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on est incapable de développer des jeunes. Et donc, après, on va te faire croire que, voilà, on va aller se pointer à la prochaine draft
pour essayer de récupérer un gamin qu'on va peut-être drafter en pick 8, 9, 10 à peu près, qu'on va le drafter, qu'on va le faire progresser, qu'on va le développer, et ça va faire progresser l'équipe. Eh ben, bon courage les gars. Donc à la reprise, du shoot pour Matas, du Rob Dillingham sur le parquet. Ok? Pour la première fois de sa carrière, Rob Dillingham, il a enchaîné 3 matchs de suite à plus de 20 minutes par soir. Et bien ça, c'est une série qui doit continuer sur les 27 matchs qui restent. C'est pas compliqué. Vous l'observez, le voir faire des erreurs, apprendre, qu'il progresse, mais on sait très bien qu'on va pas le faire. Hein? Il y a plus de chances pour nous de choper le premier pick à la draft que de bien développer Rob Dillingham et Matas sur le reste de la saison. On le sait, parce qu'on s'en donne pas les moyens, parce qu'on est complètement con, parce qu'on réfléchit pas à long terme, parce qu'on n'a pas cet objectif-là. Et voilà, tout simplement, parce qu'on est des décérébrés. Mais voilà, on le sait, hein, on le sait. Donc voilà. Perso, le motif d'espoir que j'ai pour cette équipe, il est quand même franchement faible. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est du classement, maintenant, c'est le moment idéal pour faire un point sur le classement. On est donc sur 6 défaites consécutives. Hein. Et pendant ce temps-là, les Milwaukee Bucks ont gagné 2 de suite grâce à la légende des Bulls, Ousmane Dieng. Merci à toi, force à toi frère, tu nous fais beaucoup de bien. Et donc, c'est plus qu'une question de temps pour qu'ils nous passent devant. Parce que là, on est en 24-31 et les Bucks, ils sont en 23-30. Donc, ils ont 2 matchs de moins. Donc, voilà, ça va, ils vont nous passer devant, c'est clair. C'est clair parce qu'en plus, contrairement à ce que je disais dans la dernière vidéo, ils vont pas tanker puisqu'ils n'auront pas leur pick quoi qu'il arrive. Donc, eux, ils vont essayer de grimper, accrocher un play-in, etc. Donc, ils vont nous passer devant. C'est une question de temps. Ça va arriver très très prochainement. Quand ce sera le cas, ça nous fera descendre à la 12e place de la conférence Est et le 9e meilleur spot pour la loterie. Sachant que quand tu es 9e, au lieu de 10e comme c'est le cas actuellement, tes chances pour la loterie, pour un top 4, augmentent de manière significative. Là, à l'heure actuelle, on est 10e, ok? On a 13,9% de chances de monter en top 4. Quand on va passer 9e, quand les Bucks vont nous passer devant, ce pourcentage va grimper à 20,3%. Donc tu prends quasiment 7% de chance en plus. Un peu moins, 6 et quelques. Et pour ce qui est du premier choix, du first pick, en étant 10e, on a 3% de chance. En étant 9e, on a 4,5% de chance. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Je pense on n'est pas dans une situation où on peut se permettre de faire la fine bouche. Il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais vu qu'on a débuté le tank 4 mois après les autres équipes, ça va être compliqué de rattraper notre retard. Memphis, qui va être l'équipe la plus proche de nous, une fois que Milwaukee nous sera passé devant, ils ont déjà une belle marge. Hein. Et puis, vu les trades qu'ils ont fait avec Jaren Jackson Jr. qui est parti, etc., eux, ils ont clairement accéléré leur processus pour le tanking. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils gagnent beaucoup de matchs. Hein. Donc, je pense que une fois que Milwaukee sera passé devant nous, et qu'on aura le 9e pire bilan, et donc le 9e meilleur spot pour la loterie, et derrière, ça ne va pas vraiment changer. Hein, on ne va pas rattraper Memphis, ni Dallas qui vient d'en perdre 9 de suite. Donc, voilà, ça va être très compliqué. Mais bon, on verra bien. Les miracles arrivent et apparemment c'est sur ça qu'on compte. On compte sur des miracles pour nous sauver parce qu'on est incapable de faire des trucs nous-mêmes. Donc il faut que le sort s'en mêle pour qu'on réussisse quelque chose. Donc bref. Sinon, on a pu observer Matas Bouzelis vendredi soir dans le Rising Star Challenge, qu'il a remporté en étant dans l'équipe de Vince Carter, avec quelques bons dunks sur les 2 matchs qu'il a disputés. Et voilà, il s'est fait plaisir et il repart avec un trophée. C'est toujours cool de voir un représentant des Bulls gagner quelque chose, même si c'est forcément plus symbolique qu'autre chose. Et puis pour la petite histoire, Mac McClung devait faire partie d'une des autres équipes, mais au final, il a déclaré forfait à la dernière minute parce que dans le dernier match des Windy City Bulls, il s'est fait un petit souci, je crois, au mollet. Donc du coup, juste avant, il a dû déclarer forfait. Et il n'était pas prévu pour faire le concours de dunk non plus. Donc, mais voilà. Du coup, ça fait que Matas Bouzelis était le seul représentant des Bulls sur le week-end, sur tous les concours All-Star, etc. À part évidemment Benny the Bull, qui lui est forcément à chaque fois le All-Star, parce que c'est le meilleur joueur des Bulls tous les ans, Benny. Donc voilà, ça c'est normal. Mais bref, c'était une petite aparté
concours All-Star, All-Star Game, etc. Parce que franchement, j'ai pas regardé plus que ça. J'ai suivi Matas, mais après le reste, ça m'intéresse vraiment plus du tout au fil des années. Donc voilà, bref. Donc maintenant, la reprise, ce sera jeudi soir. Et on va débuter une série de 7 matchs consécutifs à domicile. Ok, c'est la plus grande série de la saison pour nous à la maison. Mais il y a du lourd. Il y a beaucoup, beaucoup de lourd dans cette série de 7 matchs à domicile. On commence en recevant Toronto jeudi soir. Derrière, tu as un back-to-back samedi-dimanche avec Détroit et New York. Costaud, hein. Ensuite, le mardi la semaine prochaine, tu reçois Charlotte. Vraisemblablement sans Kobe White, hein, parce que notre staff médical n'a pas compris qu'il a été blessé. Mais enfin bref, on a déjà parlé la dernière fois. 2 jours plus tard, le jeudi 26, on reçoit Portland. Match important, ça aussi. Portland, il faut les aider au max pour qu'ils aillent en play-in, qu'ils aillent en play-off. Comme ça, on récupère leur pick à la draft aussi. Ensuite, le dimanche, on aura Milwaukee. Pareil, si on peut les aider à vraiment prendre de l'avance par rapport à nous, pas de souci. Et le mardi 3 mars, ce sera le dernier des 7 matchs de suite à domicile, on reçoit OKC. Donc honnêtement, sur la série là, Toronto, Détroit, New York, Charlotte, Portland, Milwaukee, OKC, 0-7. Au mieux 1-6. On doit se faire pulvériser. Je vois même pas qui on serait capable de gagner dans cette série. Mais voilà, il faut qu'on enchaîne. Mais voilà, dans cette série-là, on va très certainement récupérer Josh Giddey. On va très certainement récupérer Trey Jones, Jalen Smith aussi. Parce que tous, ils étaient incertains sur les 2 derniers matchs. Là. Les 2 matchs qu'on a fait avant la trêve à Brooklyn et à Boston, ils n'étaient pas annoncés directement out. Ils étaient peut-être. Mais il semblerait que le staff médical ait décidé, plutôt que de les faire revenir sur les derniers matchs, ce qui serait totalement con, laissons-les se reposer, il y a la coupure, et comme ça ils reviennent plus frais derrière. Ce qui serait, pour une fois, une bonne décision du staff médical. Probablement leur meilleure décision prise depuis bien longtemps. Mais voilà, toujours est-il qu'ils sont sur le point de revenir. On ne sait pas si ce sera dès jeudi ou un petit peu après, mais ils devraient être là. Mais voilà. Est-ce que comment ça va se passer niveau rotation? Est-ce que ça va avoir un impact sur Rob Dillingham? Je l'espère pas, sinon je vais véritablement m'énerver. Mais voilà, est-ce qu'on va récupérer Zach Collins aussi? On ne sait pas, parce qu'il y a eu une rumeur il y a quelques semaines disant que sa saison est terminée, mais il n'y a rien d'officiel. Ça n'a pas été annoncé par les Bulls ou par un insider de manière définitive, dire c'est mort. Donc on ne sait toujours pas. Peut-être qu'on aura des nouvelles un jour, peut-être que... je ne sais pas. Mais bref. Donc voilà, ce sera intéressant d'avoir un point médical quand les entraînements vont reprendre et voir un peu ce qu'il en est. Mais clairement, j'ai très peur niveau rotation. J'ai très peur. Franchement, ça va me gonfler. Mais je le sens venir que ça va me gonfler, tu vois, ça va pas me plaire. Mais bref, peu importe qui revient, quand ils reviennent, ballon à Matas et des minutes pour Rob Dillingham. C'est tout ce que je demande sur la fin de saison. C'est quand même pas compliqué. Si? Eh ben si, avec les Bulls, c'est toujours compliqué. Parce que tu sais très bien que ces mecs-là, ils n'ont pas la même vision que toi, les mêmes objectifs que toi. Toi, en tant que fan, tu veux aussi ci, ça. Et eux, en tant que franchise, ils veulent ça. Alors que normalement, on devrait être capable de se rejoindre, tu vois. Mais non. Donc voilà. Du coup, prochaine vidéo après le match de jeudi soir contre Toronto. On verra ce qu'on... Est-ce que je vais m'énerver? Quelle rotation il y aura? Est-ce qu'il y aura des retours de blessures, des limitations de minutes, un impact sur Rob Dillingham, etc. Voilà. Peut-être que la prochaine vidéo, je vais la passer à m'énerver. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison, probablement. Donc voilà, si vous aimez voir des vidéos avec un mec qui... Eh ben, on se retrouve très bientôt. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, go Bulls.